Bonsoir à tous et excellente soirée. Eh bien, la trisomie 21 ou syndrome de Down est une anomalie chromosomique congénitale provoquée par la présence d'un chromosome surnuméraire sur la 21e paire. Quelles sont les causes de cette maladie et comment la traiter? On en parle dans ce numéro du Grand Rendez-vous avec Heureuse Danondé et son invité. Le tourisme contribue fortement à la croissance des pays en voie de développement. Au Bénin, nous disposons d'assez de richesses culturelles dans presque toutes les régions du pays. Alors, comment valoriser toutes ces richesses culturelles pour améliorer le développement de notre cher pays, le Bénin? On en parle avec notre invité. Il est acteur culturel. Il a participé à l'expérience d'un village Gogo-Tinkpon. On en parle tout à l'heure. Il y a du nouveau dans le système agricole. Le Bénin pourrait donc passer de la 3e place à la 2e et pourquoi pas à la 1re parmi les producteurs de cacao dans la sous-région. En effet, les producteurs du cacao développent depuis un certain moment de nouvelles variétés de cacao qui pourraient accroître le rendement de la production du cacao au Bénin. Ce soir, avec Kouyoni Daouda, producteur de cacao, nous allons faire un zoom sur cette filière pour voir comment est-ce que le Bénin est en train de suivre les pas. Comment faire le bon choix des mèches naturelles? Je pense que la question s'adresse directement aux femmes. Ce soir, ne vous inquiétez pas, nous apportons des réponses dans la rubrique Beauté au pluriel avec Fugensia Routonji sur le choix des mèches naturelles. Évidemment, il y aura le journal à 19h45 avec la rédaction. Eh bien, si vous venez de nous rejoindre, vous êtes sur Bénin Business 24. L'émission, c'est le Grand Rendez-vous et nous sommes le jeudi 19 mars 2020. À tout de suite. Bienvenue au Bénin. Paysage verdoyant, relief multiforme, faune et parc naturel, plages ensoleillées, cité balnéaire ultra moderne, rythme au corps, rite au cœur, vestiges et reliques d'une histoire séculaire, brave peuple, biens et personnes sécurisées. Le Bénin, terre de culture et de riches traditions, vous offre de grands moments de découverte et d'évasion. Venez visiter mon beau pays, le Bénin. Il vous surprendra. Bénin, miroir de l'Afrique. Bien, chers amis téléspectateurs, merci pour votre fidélité renouvelée à cette émission. Nous allons démarrer avec notre rubrique Expert. Ce soir, dans la rubrique Expert, nous parlons de développement et tourisme. Gogo-Tinkpon, un exemple à suivre absolument. Et j'ai sur ce plateau un acteur culturel ressortissant justement de Gogo-Tinkpon pour partager avec nous les expériences de Gogo-Tinkpon, voilà, qui a quand même réussi à relever le défi, à s'imposer sur le plan touristique au Bénin. Alors, bonsoir à vous, Dieudonné Métonou. Bonsoir, madame. Comment allez-vous? Bonsoir, chers téléspectateurs. Nous allons très bien. Et les fils et filles de Gogo-Tinkpon? La communauté de Gogo-Tinkpon se porte à merveille. Nous en rendons grâce. Alors, merci d'être sur ce plateau. Nous avons voulu partager avec vous les expériences ou la manière dont vous êtes arrivé à développer Gogo-Tinkpon justement grâce au tourisme, n'est-ce pas? Oui, nous sommes en train de démarrer un processus qui donc a commencé bien avant nous. Et bien sûr, ce volet touristique est la particularité donc de notre partition. Et depuis 2 ans que, grâce à plusieurs concours de circonstances, la communauté nationale et d'autres expatriés ont marqué leur attention pour ce coin de la terre Bénin. Et donc, Gogo-Tinkpon, ce village a 3 appellations, Gogo-Tinkpon-Mais, Gogo-Tinkpon ou Gogo, l'abréviation la plus courte, qu'utilisent la plupart donc, des résidents à Gogo-Tinkpon-Mais ou Gogo-Tinkpon, ce qui est encore plus connu, notamment grâce aux réseaux sociaux et aux efforts de tous ceux qui sont curieux de connaître les milieux et qui ne cessent donc d'emporter avec eux la dénomination sur la plaque d'indication aux portes du département du Mono. Alors, Gogo-Tinkpon est ce territoire de l'Atlantique, notamment de la commune de Pomassé, faisant corps donc au lac Aémé, un village semi-lacustre, dont les communautés portent les marques, les racines de plusieurs groupes socioculturels. Ils sont Fon, ils sont Mina, ils sont Huila, ils sont Hula, et d'autres groupes encore, sous-groupes donc de cette communauté multi
multilinguiste. Et donc, par rapport à la richesse de sa nature, beaucoup de curieux viennent non seulement écouter l'anecdote de Gogo-Timpon, mais vivre un peu d'autres merveilles dont nous allons parler. Et pour dire, il y a quelques années, vous étiez encore un petit village moins connu, mais aujourd'hui, tout le monde a tendance à aller vers Gogo-Timpon. Dès que les touristes franchissent le seuil béninois, ils aiment tout de suite aller à Gogo-Timpon. D'abord, dites-nous, en tant qu'acteur culturel, puisque c'est votre profil, comment est-ce que vous avez œuvré à rehausser l'image de ce village, devenu aujourd'hui la cité des merveilles, je vais dire? Oui, c'était au mille bonheur, comme nous avons l'habitude de dire et de partager avec nos citoyens d'honneur, puisque l'une des particularités donc, des détours que les amis font par Gogo-Timpon, c'est qu'ils obtiennent la citoyenneté du village avec la signature du chef du village, M. Gaston Zounon, que je salue au passage. Et donc, c'était parti sur une circonstance à tout hasard où un concitoyen a voulu faire un témoignage sur l'appellation Gogo-Timpon, alors que la vraie anecdote était connue de nos fils et filles ou résidents à Gogo-Timpon ou d'autres curieux encore. Il nous a servi une anecdote qui n'était pas la vraie, et donc nous avions témoigné dans un cadre pédagogique, et plusieurs promotions de cette université privée du Bénin ont donc poussé leur curiosité d'aller à la source pour comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière la traduction littérale. Gogo, les fesses sont puissantes, Gogo-Timpon, où les fesses sont essayées. Alors nous avons donc continuer la recherche des informations pour réellement servir donc à tous ceux qui visitent Gogo-Timpon. La vraie anecdote qui au fait est une histoire entre les pêcheurs et les marieux, ces bonnes dames qui achètent avant de venir à l'histoire, je voudrais que sur ce plateau on revienne déjà un peu sur les aspects, les stratégies que vous avez mises en place pour développer Gogo-Timpon, vu que le temps qui nous est imparti n'est pas assez. Voilà, je me reprécise alors. Donc c'est parti sur un coup de ces témoignages que nous avons fait dans un cadre pédagogique, et du coup beaucoup ont commencé à s'intéresser, et grâce donc aux réseaux sociaux et aussi aux émissions, aux témoignages des uns et des autres, les excursions se sont multipliées, et c'est ça qui donc a renforcé l'information, la disponibilité de l'information sur ce petit village au bord du lac Aémé. C'est ce que donc, après cela, Christelle Sagouin nous envoie déjà, Gogo-Timpon à l'écran. Voilà. Et donc c'est un peu de bouche à oreille, et puis grâce donc aux médias, notamment aux médias digitaux, la population est de plus en plus informée des merveilles de Gogo-Timpon. Nous avons tout de suite décidé alors de ne pas faire chemin seul. Nous avons mobilisé les forces vives de Gogo-Timpon pour créer une association de développement dont nous sommes avec beaucoup d'humilité le secrétaire général. Et donc le président fait beaucoup pour que ce milieu soit connu. Qu'est-ce que vous avez fait? C'est ce que nous avons mis en place donc une association de développement pour fédérer les forces vives du coin. Nous avons donc rassembler des informations aussi bien sur le plan culturel que naturel. Nous avons identifié et fait un petit inventaire des atouts du village, et donc très clairement nous avons mobilisé de la matière pour ceux qui veulent savoir sur ce paysage-là ou vivre simplement dans ce milieu par immersion dans une campagne au Bénin. Et donc quand ils arrivent, nous avons globalement 3 ateliers ou 2 principalement. L'atelier opération un cocotier pour Gogo-Timpon. Vous venez au village, vous participez à l'écologie, à l'action verte, en mettant en terre sur la rue principale du village ou au bord du chenal du lac Aémé qui longe donc ce village, un cocotier en votre nom. Touriste plante un cocotier. Et donc d'ici 4 ans, 5 ans, nous aurons des citoyens d'honneur, puisqu'ils sont faits après l'opération de plantation, citoyen d'honneur donc du village par le chef de village. Okay. Cette opération terminée, nous apprenons donc notamment aux jeunes couples comment est-ce qu'il faut sculpter, puisque dans notre tradition, le corps d'un bébé se sculpte, puis il faut tailler ce bébé de sorte que physiquement, on ne trouve à lui reprocher. Et donc, nous mettons l'accent sur la formation des popotins. Comment est-ce qu'on peut apprendre à laver le bébé et lui dresser les fesses, comme nous avons coutume de dire, en allant à l'atelier de Dada Baïnon, c'est une des citoyennes de Gogo-Timpon qui a l'art donc de garder les techniques traditionnelles de soins hygiéniques aux enfants. À passer cet atelier, nous allons à un autre, l'atelier Tobo. Tobo veut dire littéralement dans la langue Kwelagbe ou Kwelagbe de Gogo-Timpon à Gogo-Timpon et région bien entendu, l'argile de l'eau. Et donc cette argile a la particularité de rafraîchir le corps, de faire le gommage à travers le masque également, surtout aussi d'ouvrir les pores en nettoyant donc le visage et en rafraîchissant tous ceux qui en font usage. D'autres fonctions le sont
retrouver, par exemple, ramener un peu d'énergie, lutter contre la courbature. Et donc, du coup, les visiteurs, quand ils sont là, ils sont contents de découvrir donc, cette matière écologique, si vous Alors, permettez. est-ce que vous voulez nous dire que c'est parce qu'il y a une organisation autour du village, c'est-à-dire quand on vient pour visiter, il y a une organisation qu'aujourd'hui tout le monde a envie de venir à Gogo Tintouan? Est-ce là ou bien il y a d'autres points? Il faut d'abord dire que l'information, la matière, ce qu'on y trouve en tant que patrimoine naturel accroche les visiteurs. Oui. Et donc, pour pouvoir porter cette information et la mettre à disposition des visiteurs, vous avez amené nous avons des tableaux, donc une organisation en place qui permet donc de faire le tour des beaux paysages de Gogo Tintouan. Voilà par exemple les mangroves qui longent de part et d'autre ce chenal du lac Aémé. Oui, vous avez de part et d'autre donc de ce chenal cette végétation aquatique particulière. Et en dehors de ça, vous avez des îlots qui sont bordés donc bondés de nids d'oiseaux et qui permet aux visiteurs, permettez donc de prendre très rapidement les tableaux et de les exhiber pour le bonheur de nos téléspectateurs. Voilà donc un îlot aux oiseaux devant lequel vous avez un cocotier qui traduit ce paysage-là, qui marque les attentions. Et donc du coup, nous essayons de mettre en valeur aussi bien les atouts touristiques naturel et également le patrimoine culturel immatériel à travers l'art de dresser, de laver les bébés, de leur former les différentes parties du corps. C'est vrai que j'aurais aimé qu'on ait beaucoup de temps pour développer tout ça. Voilà, c'est vite parti, hein. C'est très vite parti sur ce plateau. Mais ce que moi je retiens, c'est qu'il y a une stratégie autour de la visite développement, de Gogo Tintouan. Tous les week-ends, vous avez envie donc de visiter ce village. Il suffit de prendre la route de Cotonou vers Lomé. Après Ouida, vous êtes, disons, à 1 heure, 5 minutes ou plus de Cotonou, à 20 minutes de Ouida. Et après Ouida, vous avez la plaque indicative et le village est à peine 150 mètres. Merci beaucoup, Dieudonné Métonou. Merci beaucoup. Je sais que vous avez beaucoup à dire sur Gogo Tintouan, votre village, notre village. C'est au Bénin, faites-y un tour et vous aurez assez de merveilles à découvrir. C'est d'ailleurs ce qu'on veut pour les autres communes, les autres régions aussi. Faites pareil. Développons notre pays grâce à notre richesse touristique. Local. Oui, consommons local et tout ça. Merci beaucoup. Je vous souhaite un bon retour. Merci, madame, de m'avoir invité. Je vous souhaite, chers amis téléspectateurs, une bonne suite d'émission. Merci beaucoup. Agnès Bello est tellement impatiente. Nous allons passer à une autre rubrique. Ce sera bien sûr nature et bien-être. Et voilà, avec Heureuse d'annoncer ce soir, nous parlons de la trisomie 21 qui est une maladie qu'il faut savoir sur ce qu'il faut savoir sur cette maladie, c'est que elle est congénitale et puis elle est héréditaire. Ce soir, avec Heureuse d'annoncer, nous allons revenir sur les causes, les conséquences et surtout le mode de traitement de cette maladie. C'est après ce reportage. Physique semblable, très identique. Ces enfants ne doivent pas leur ressemblance à des grossesses jumellaires, mais à un mal commun, la trisomie 21. C'est une anomalie génétique et non une maladie. Cette anomalie est liée au chromosome, le 47e, donc un autre chromosome, qui viendra se fixer maintenant sur le chromosome 21. Un chromosome supplémentaire qui bouleverse la constitution et le développement normal du fœtus. Les conséquences à la naissance sont visibles. Et la morphologie et la faculté mentale de l'enfant, tout les différencie. D'abord, ils ont un cou qui est plus court que d'habitude et le dos du crâne qui est plat. Ils ont souvent un petit nez qui est avec les narines retroussées. La bouche est souvent ouverte avec la langue qui est un peu protuse et qui semble grosse. Lorsqu'on regarde la paume de leurs mains, ils ont juste une ligne transversale. Alors qu'habituellement, nous tous, nous en avons au moins 3. Donc, et ils ont des mains avec les doigts un peu courts, un peu trapus. Et la même chose aussi au niveau des pieds. Les enfants ont une déficience intellectuelle. Ils ont du retard à parler, ils ne parlent pas bien, ils ont du mal à comprendre, du mal à analyser les situations, du mal à s'adapter. On sait que les hommes qui sont trisomiques sont stériles. Par contre, une femme trisomique a 50%
je sais pas, de risque, on va dire, de faire un enfant trisomique. Maladie génétique donc, ni contagieuse, ni héréditaire selon les spécialistes. Toutefois, ces enfants à caractère particulier ont besoin de plus d'attention et d'accompagnement. Merci beaucoup à Yasmine Damata pour ce reportage qui plante bien le décor. Et sur ce plateau, j'ai Heureuse Danodé qui est déjà avec nous avec son invité. Heureuse, bonsoir. Bonsoir, Marcel Betoro. Comment allez-vous? Je me porte très bien. Vous avez fini de faire les signes à Agnès de l'autre côté, ça peut aller? Ça va. D'accord. Bonsoir à vous, voilà, Geoffroy Kenkwegbe. Oui, bonsoir Comment allez-vous? Super bien. Et vous? Vous êtes... Je me porte à merveille. Allez, ça se sent. Ah oui. Vous êtes généticien, biologiste moléculaire. Vous êtes aussi président d'une organisation non gouvernementale Handicap Trisomie 21. C'est bien ça, hein? Oui, c'est bien ça. Ok, merci d'être sur ce plateau. Tout le plaisir pour moi, madame. Heureuse? Oui. On veut parler de la trisomie 21. Effectivement, on va parler de la trisomie 21. La journée, c'est le samedi prochain, trisomie 21, célébré chaque 21 mars par les Nations Unies. Nous avons donc un acteur de la société civile et en même temps un spécialiste qui va nous donner son avis sur le sujet. Mais déjà, Monsieur Kenkwegbe, dites-nous par rapport à la trisomie 21, vous avez suivi le reportage, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette maladie-là, concrètement? En fait, premièrement, il faut corriger d'abord un concept. La trisomie 21, il faut le faire savoir, ce n'est pas une maladie. Ouais, la trisomie 21, ce n'est pas du tout une maladie, c'est une cause. C'est une cause et il faut reconnaître que c'est d'abord un état d'individu qui a en position 21 3 chromosomes au lieu de 2. Donc ce n'est pas du tout une maladie. Ok, c'est pas une malformation non plus? C'est pas une malformation, c'est une anomalie chromosomique. Chromosomique, oui. D'accord. Oui, les réseaux sociaux, il ne faut pas se fier, voilà. Donc, on a la précision désormais. Donc la trisomie n'est pas une maladie, il faut le faire savoir. D'accord. Alors, en matière de définition du... Bon, ce n'est pas une maladie, du sujet dont on parle aujourd'hui de la trisomie. De la cause. De la cause, voilà. Concrètement, on nous dit que ceux qui... les dames ne savent pas que c'est une maladie héréditaire. Est-ce qu'on peut avoir plus de précisions sur ça pour vous, généticiens moléculaires? En réalité, d'abord, je disais que ce n'est pas une maladie. Non, mais la trisomie 21, il faut aussi le signaler, ce n'est pas du tout héréditaire. Ah. C'est une conséquence. C'est une conséquence qui survient des suites d'un mauvais fonctionnement au cours de la formation des gamètes, que ce soit chez la femme ou chez l'homme. Donc cela suppose que 2 personnes qui sont dans un couple apparemment sains peuvent donner naissance à un enfant porteur de trisomie 21. Et aussi, il faut reconnaître que dans un couple, s'il y a déjà un parent porteur de trisomie 21, la probabilité existe pour que dans la descendance, qu'il y ait un enfant porteur de trisomie 21. Cela ne veut pas dire qu'à coup sûr, un couple qui a déjà un parent porteur de trisomie 21 obligatoirement va donner dans la descendance un enfant porteur de trisomie 21. D'accord, donc sur cette base, on ne peut pas dire d'office que c'est héréditaire. Non, ce n'est pas du tout héréditaire. On ne peut pas affirmer. D'accord, et on a des chiffres au Bénin, vous avez des chiffres déjà pour vous qui êtes d'une association. Est-ce qu'on peut avoir une idée de la prévalence dans notre pays? Bon, la prévalence, d'abord, il faut signaler que il y a longtemps, la trisomie 21 n'attirait l'attention de personne. Donc, cela suppose que les recherches qui se faisaient sur ça n'étaient pas aussi consignées pour autant afin de nous renseigner sur la prévalence au Bénin. Okay. Donc, c'est une cause qui est vraiment négligée. C'est toujours d'actualité? C'est toujours d'actualité. Les Béninois ne maîtrisent pas la maladie? Les Béninois maîtrisent... Pas une maladie? Sorry. Oui. Non, mais ça, les gens vont intégrer chaque jour. Effectivement. Ouais. Donc, les Béninois savent que la trisomie 21 existe, mais attribuent la trisomie 21 à d'autres choses. La sorcellerie.
Bon, peut-être que la maman a transgressé certaines normes sociales et la nature lui a envoyé un enfant mal formé. Tout simplement, a voulu avorter et a échoué. Voilà, il y a tellement donc, de choses, oui. Il y a tellement de choses qu'on attribue à un enfant dans cet état, en République du Bénin. Donc, c'est comme ça, il faut contribuer à changer le regard de la société sur cette anomalie chromosomique. Oui. Et que peut-on dire du quotidien de ces enfants trisomiques? Madame, c'est vraiment difficile. C'est vraiment difficile. Le regard de la société impacte beaucoup plus sur le développement de ces enfants. C'est avec un cœur vraiment serré que j'aborde cette question que vous venez de me poser. Les enfants porteurs de trisomie 21, aussi bien leurs parents, souffrent beaucoup. Vous êtes presque à la main là. Oui. J'ai mal, je vois mal. Malheureusement, on n'a pas de mouchoir sur ce plateau, oui, mais on peut continuer. Les enfants souffrent beaucoup. Ouais. Les parents aussi souffrent. Ils souffrent de quoi concrètement? La stigmatisation. La stigmatisation, ça, n'en parlons pas. Le regard de la société, quand je viens de le dire, mais aussi, personne ne pense à eux. Oui, il y a une journée. Il y a une journée, voilà. On va aborder cet aspect. Oui. Il y a une journée, mais c'est une journée qui est destinée et qui a des objectifs bien définis. Les autorités dans notre pays sortent, ils livrent des messages. Mais après ces messages, qu'est-ce qui est fait? C'est comme si, bon, c'est une journée mondiale, il faut sortir pour livrer un message, on vient livrer le message. Est-ce que vous, organisation, vous allez à la rencontre de ces autorités pour leur proposer des stratégies de travail par rapport à ces porteurs de trisomie 21 et qu'ils n'ont pas répondu favorable à votre requête? Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a longtemps, on a négligé le sujet. Donc, c'est maintenant que nous sommes en train de mener des démarches dans ce sens pour pouvoir amener les acteurs de la société à s'intéresser un peu plus à ces enfants. Mais cela ne veut pas dire qu'ils n'ont pas connaissance de ces enfants-là et de leur quotidien. Sinon, en temps normal, quel sens doit-on donner à cette journée célébrée chaque 21 mars? Un sens d'intégration des enfants porteurs de trisomie 21 dans la société. Parce que la journée en elle-même a été instituée permettre aux enfants ou au sens large, aux personnes porteuses de trisomie 21 de s'exprimer. D'accord. De s'exprimer pour montrer de quoi est-ce qu'elles sont capables, ces personnes-là. Parce que les tares qu'on rapporte chaque fois sur ces enfants porteurs de trisomie 21 ne sont pas que ce que ces enfants-là ont. Ils ont aussi des potentialités. Voilà. Vous voyez? Donc cette journée met la lumière sur la possibilité de ces enfants à contribuer aussi en quelque chose. À vivre comme un enfant normal. Contribuer à quelque chose dans la société. Ce n'est pas le handicap, les limites certes, mais ils sont capables de faire quelque chose dans la société. Donc la stigmatisation, le regard de la société qui permet de dire que ces enfants sont bons à rien. Oui. Donc cette journée vient pour corriger un tant soit peu cet aspect des choses. Moi je veux savoir, est-ce que cette cause, puisque vous avez dit que c'est désormais une cause, est-ce que cette cause agit sur la durée de vie de l'enfant? Oui. Son espérance de vie? Oui, ça agit beaucoup sur la durée de vie de l'enfant, des personnes porteuses de trisomie 21, mais il faut remarquer que avec l'évolution des technologies en médecine, la durée de vie des personnes porteuses de trisomie 21 devient de plus en plus, en tout cas, s'allonge. S'allonge. Ah bon, okay. Oui, parce qu'il faut remarquer, la trisomie 21 s'associe avec d'autres malformations qui font que les enfants ou bien les personnes de façon générale ont une durée de vie réduite. Donc avec la technologie, l'avancée de la médecine, on arrive à corriger ces malformations qui accompagnent la trisomie 21. Et au nombre de ces malformations, il y a les maladies cardiaques qui dérangent beaucoup, ce qui fait que ces enfants Mais au Bénin, ces avancées dont vous parlez, est-ce que... ne sont pas intégrés dans la médecine au Bénin pour autant. Pour autant. De telle sorte que quand une cardiopathie apparaît chez un enfant porteur de trisomie 21 au Bénin, il faut l'évacuer d'abord. Et ça pose un problème. Alors concrètement, on n'a plus assez de temps, quelles sont les actions que nous devons mener? Vous êtes d'une association. Quelle action menez-vous et quelle action doit-on mener concrètement pour mieux faire connaître la maladie et pour leur réduire toutes ces difficultés, je dirais, sociétales que cette trisomique rencontre? La première action d'abord, c'est l'objectif de notre association. Contribuer à changer le regard de la société sur la trisomie 21 parce que tout commence par là.
Si on ne change pas le regard de la société, on ne va pas faire intégrer les enfants dans la société. Ça fait un. Le regard aura aussi pour objectif d'amener les acteurs de la santé à s'intéresser un peu plus chaque jour à ces enfants. Parce que je disais à l'entame de cette émission que ces enfants ne reçoivent l'attention de qui que ce soit dans le pays. Donc, sur les réseaux sociaux, on agit pour contribuer à changer le regard. On va aussi à la rencontre de ces enfants qui sont dans les centres sociaux pour pouvoir leur apporter notre assistance, pour leur montrer en fait qu'ils ne sont pas seuls. On rencontre aussi les parents pour leur dire que vous n'êtes pas seuls, désormais, il y a des voix qui s'élèvent pour pouvoir vous accompagner. Vous, en tant que président de l'organisation non gouvernementale, est-ce que vous avez à votre charge des enfants qui portent justement cette cause-là et que vous prenez, que vous accompagnez? Pour l'instant, nous n'avons pas des enfants à charge. Mais nous menons des actions vers des enfants qui sont déjà regroupés dans le handicap en général et qui sont dans des centres sociaux. Alors, donc, quand nous allons... Une seconde, voilà. Parce que Agnès Bello est déjà debout. C'est pour cela que Quand nous allons dans ces centres, nous leur apportons des vivres et nous disons à leurs parents, avec les difficultés que vous rencontrez, vous pouvez vous référer à nous pour que nous puissions vous accompagner dans le suivi médical de ces enfants. C'est vrai que cela ne suffit pas. L'État doit aussi accompagner, doit avoir une volonté politique pour vraiment intégrer ces enfants-là dans la société de façon, je dirais, facile pour eux et pour vous qui êtes dans les actions pour leur bien-être. Vivement que cela soit entendu. Merci beaucoup. C'est notre objectif. Merci beaucoup. Tout plaisir pour moi. En tout cas, on retient que l'handicap n'est pas une fatalité et qu'on peut vivre mieux avec. Il suffit juste de mieux l'intégrer, de comprendre, bien de concevoir, d'accepter cette personne aussi comme quelqu'un comme nous et de vivre avec et de lui faciliter la vie, tout simplement. Et que les femmes qui accouchent de ces enfants ne se disent pas, bon, voilà, qu'est-ce que j'ai fait? Que l'amour maternel demeure et reste toujours. Merci à vous, Geoffroy Kenhouegbe. Voilà, Kenhouegbe. Voilà, Kenhouegbe. Il a tenu à ce qu'on précise, c'est Kenhouegbe. Vous êtes généticien, biologiste moléculaire. Merci d'être venu. Avant de finir, vous permettez. Ne vous inquiétez pas, vous allez revenir ou bien dans les coulisses avec Heureuse, vous allez finir tranquillement. Simplement pour dire que ça n'arrive pas qu'aux autres. Il faut que ceux qui nous suivent s'intéressent aussi à notre débat. Merci beaucoup, merci beaucoup. On a compris ça et les téléspectateurs ont également compris cela. Et c'est ce qui d'ailleurs va nous permettre d'aborder une autre rubrique de cette émission, le grand rendez-vous avec Monde agricole. Et voilà, dans le monde agricole ce soir, nous parlons de la filière cacao. Il faut noter que le Bénin est cité comme pays producteur du cacao. D'ailleurs, 3e pays après la Côte d'Ivoire et le Togo. Le Bénin est aussi un pays producteur du cacao dans l'espace UEMOA. Ce soir, nous allons parler des avancées au niveau de cette filière et voir comment est-ce qu'on peut davantage valoriser tant au niveau des variétés qu'au niveau du système agricole, cette filière-là. C'est Monde agricole après ce reportage.
Et voilà, c'était plutôt des compiles d'images qui nous précisent ou bien qui nous montrent plus clairement ce que c'est que le cacao et les différentes formations et transformations du moins qu'on peut en faire. Et je retrouve sur ce plateau notre invité Kouyoné Daouda. Bonsoir. Oui, bonsoir madame. Comment allez-vous? Je vais très bien chez vous. Je vais très bien aussi et je rappelle que vous êtes producteur de cacao au Bénin et ingénieur agronome au passage. Ça n'a pas été facile de vous dénicher, mais vous êtes là. Merci. Vraiment, merci infiniment. Alors, nous allons parler de la filière cacao et déjà, je veux savoir au Bénin, quel est l'état des lieux qu'on peut faire par rapport à cette filière. D'abord, je dois faire remarquer que le cacao, c'est un produit de rang. Ouais. Après la Côte d'Ivoire, qui est la première sur le plan mondial, Ouais. nous avons le Ghana, Oui. nous avons le Nigeria. Sur Et le plan après, mondial. Sur le plan Ok. mondial, et vient le Bénin. D'accord. Donc, depuis plus de 2 ans, le gouvernement est en train de s'atteler pour que le Bénin soit véritablement un pays producteur de cacao. Oui, pourquoi pas. Donc, je crois que c'est à partir du centre du Bénin jusqu'au nord qu'on a commencé la phase d'expérimentation. Donc, pour le moment, le Bénin n'a pas encore commencé par exporter le cacao, mais d'ici à là, nous allons commencer par le l'exploitation, par le faire. D'accord. Vous avez commencé par développer un aspect qui m'a beaucoup intéressé, sûrement les téléspectateurs aussi. La production du cacao. Vous avez parlé du centre et du nord. C'est précisément dans quelle région? Je dois... Ou dans quelle localité, je Oui, vais je dire. comprends. Je dois vous dire déjà qu'à partir de Dassa, surtout, vous savez, c'est un produit qui aime la forêt. Ce n'est pas comme les autres produits. C'est les endroits où il y a la forêt qu'on arrive à produire du cacao. Donc, à partir de Dassa, passant par Banté, Basila, jusqu'à l'Oufin nord. D'accord. On peut retrouver le cacao. Le cacao, Et justement. au Bénin, la production du cacao est assez développée. Nous sommes à quel taux, je vais dire, aujourd'hui par an? En matière de pourcentage au Bénin, on peut dire que le pourcentage doit osciller autour de 5 à 10% pour le moment. Ok, d'accord. Et vous nous avez parlé tout à l'heure des zones, mais est-ce que, comment dirait-on, c'est une culture saisonnière? Comment ça se passe au niveau du cacao? En fait, je dirais que c'est une culture saisonnière, comme le cajou. Donc, par exemple, maintenant, lorsqu'on prend le cas de la Côte d'Ivoire et le Ghana, le gouvernement a lancé dans le mois de janvier passé l'exploitation des noix de cacao. Oui. Donc, au Bénin, comme ce n'est pas un produit qui a déjà d'ampleur comme cajou, ce n'est pas encore lancé. Donc, pour me résumer, je dirais qu'au Bénin, ça ne prend pas trop. Ça ne prend pas Ça ne encore prend trop. pas Et encore c'est trop. dû à quoi? C'est dû au fait que les gouvernants passés n'ont pas valorisé la filière. Ok. Parce qu'à part l'or blanc, je veux dire le coton, c'est le cacao qui suit directement le coton. D'accord. Mais il y a eu des améliorations. Il y a beaucoup d'actions en ce sens. Oui, il y a des améliorations significatives. Dans la mesure où, depuis l'année dernière, le gouvernement est en train de s'atteler pour sélectionner des zones. Sélectionner des zones dans lesquelles on peut produire le cacao pour que d'ici 2, 3, 4 ans, voire 5 ans, que le pays soit véritablement un pays producteur de cacao. Alors, en matière de cacao, il y a plusieurs variétés, c'est bien cela. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu sur les variétés qui sont produites au Bénin? Pour le moment, vous savez, le cacao, il y a en matière de cacao, effectivement, nous avons cacao, et c'est dans ces cacao-là qu'on tire le café. Et au niveau du café également, nous avons différents types de café. Nous avons Robusta, nous avons... C'est ça, hein, les graines de cacao, c'était passé tout à l'heure. Nous avons Green Coffee, que les Anglais appellent Green Coffee, qui veut dire café vert. Et les prix aussi varient en matière de qualité. Et qu'est-ce que nous produisons au Bénin? C'est Robusta. Robusta, d'accord. Et ça nous permet d'avoir un meilleur rendement? Oui, ça nous permet d'avoir un grand rendement. D'accord, ok. Mais est-ce qu'on peut est-ce que le Bénin peut vraiment se positionner comme premier pays de cacao? Qu'est-ce qu'on doit faire pour arriver à ce niveau-là? Oui, le pays peut se positionner comme premier producteur de cacao, mais il nous faut beaucoup de temps et d'accompagnement.
L'accompagnement est dit Le temps, c'est par rapport à quoi d'abord, avant de venir à l'accompagnement? Le temps, c'est pour la production ou bien c'est pour quoi? Le temps, non seulement pour la production, mais c'est pour la sensibilisation. On doit sensibiliser la population à la base. Pour dire, basé au Bénin ici maintenant, à part coton, cajou comme produit de rente, nous avons encore palmier. Alors que nous devons diversifier plutôt les produits de rente. Donc le Bénin, notre sol peut produire aussi du cacao. Pourquoi nous sommes encore en retard? Parce qu'il nous faut une grande sensibilisation. Et la sensibilisation plutôt doit se faire à la base. Donc on doit sensibiliser nos populations à la base pour leur dire, en matière de après cajou plutôt, vous pouvez produire aussi du cacao. Mais tout à l'heure, vous avez parlé des régions du centre et du nord. Est-ce que les sols du sud ne sont pas favorables à la production du cacao? C'est mais pas trop. Et pourquoi? À cause de la salinité ou bien à cause de quoi? Oui, parce que vous constatez avec moi que la plupart des zones du sud, c'est des zones sablonneuses plutôt. Donc ça fait que le cacao n'arrive pas à bien produire dans les zones sablonneuses. Donc c'est sur quel type de sol que le cacao arrive à bien produire? C'est dans les sols arides. Ok, d'accord, je veux voir. Alors, dites-nous maintenant, comment faire alors pour améliorer le rendement? Tout à l'heure, vous avez commencé par énumérer l'accompagnement, vous avez parlé du temps. Venons-en à l'accompagnement. Comment faire aujourd'hui pour améliorer justement cette production? Au niveau des mesures d'accompagnement, vous savez, en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, le gouvernement accompagne les paysans. D'abord, en leur fournissant les produits en bonne date, les semences, et les engrais. Justement, c'est des graines? Oui, c'est des graines. Donc il faut nous parler un peu de la production du cacao même. Comment ça se passe? Après les images que vous venez de zoomer au niveau de la télé, vous verrez déjà qu'en dehors de la commercialisation, on consomme aussi le cacao. D'accord. C'est comme la production de coton. Vous savez que ce n'est pas tous les grains de coton qu'on envoie à la semence. Donc c'est après traitement que le gouvernement maintenant conserve ce que nous allons semer l'année à venir. Donc c'est pourquoi je dis ici que nous devons, pour m'expliquer bien, nous devons faire une conservation de la bonne graine pour que l'année prochaine, que la graine donne. Donc, c'est-à-dire, c'est les graines de cacao récoltées cette année qu'on doit stocker et bien stocker pour faire d'autres semences. Et vous pensez que rien qu'en faisant ça, on peut développer la filière? Vous savez, je viens d'énumérer aussi certaines mesures d'accompagnement. J'ai dit, après ça, on doit fournir aussi les engrais aux paysans. Après ça, trouver les débouchés, là où après tout, ils vont aller vendre. Par exemple, à l'heure où nous mettons maintenant en Côte d'Ivoire, le prix faux du cacao est au-delà de $1 600. Et chez nous au Bénin? Ça doit au-delà de 1 000 francs. Oui. Pas plus tard, il y a de cela 3 jours, on m'a envoyé un contrat pour Green Coffee, le café vert. Et dans le contrat, c'est mentionné que le prix ne doit pas dépasser 1 700. Donc les 1 700 là font déjà environ $1 700, ça fait environ 1200 ou bien 1300 francs CFA. Vous voyez déjà que c'est déjà trop bon. Vous voyez ce que Kajou est en train de donner cette année. Aujourd'hui, maintenant, Kajou est à 300. Donc, si c'était que le gouvernement, je ne dirais pas le gouvernement, si c'était que le Bénin plutôt aussi est un pays producteur de cacao, vous verrez qu'après Kajou, on allait faire aussi le cacao. Mais pourquoi cette réticence au niveau des producteurs à aller vers le cacao? Est-ce parce qu'ils ont peur du rendement ou bien parce qu'ils ont peur d'investir et de ne pas pouvoir rentabiliser leur investissement? Oui, il y a tout ça là. Vous savez, dans les années 1994, on était si petits. Avant qu'on ne commence même le cajou, on a appris qu'à Kajou, là, quand ils avaient amené les grains, là, que la Côte d'Ivoire produit ça et que quand on va produire, les gens vont venir vendre. C'est pourquoi j'ai parlé de la sensibilisation ici au début. Donc si éventuellement les paysans savent que après avoir produit, récolté, fait tout ça là, nous allons vendre ça à des meilleurs prix, pourquoi ne pas se donner à ça? Aujourd'hui, maintenant, le maïs est à combien? Le maïs ne coûte pas cher. Et si on a au moins 1 à 2, voire 3 produits de rente, vous verrez que vraiment
la population sera... Alors, vous avez dit au début, en termes de nos discussions, que c'est une culture saisonnière. Et voilà que nous sommes déjà même en pleine saison pluvieuse. Est-ce qu'il y a des dispositions pour que les producteurs de cacao, le peu de stock qu'ils ont fait, ils puissent les garder réellement? Oui, justement, c'est le moment du magasinage. Vous finissez la récolte, après la récolte, parce que si au niveau des paysans, il y a d'autres paysans qui disent bon, le prix là, moi, il va attendre la fin pour vendre encore à un prix plus élevé. Donc c'est ceux-là qui vont vers les magasins. Donc ceux qui sont prêts, ceux qui n'ont pas de l'argent, vendent déjà leurs produits. Est-ce qu'on a des usines de grainage du cacao aussi au Bénin? Non, pour le moment, le Bénin. Et que ça se fait à la main? À la main, ça se fait. Est-ce que ce n'est pas aussi un facteur qui ralentit le travail? Pas trop un facteur, parce que la quantité, en matière de la quantité, ce n'est pas encore trop au Bénin. Ok. Vous comprenez? Donc le peu que nous avons avec la main, on peut parvenir. Alors, Kouyoni Daouda, en tant que producteur de cacao, votre mot ou dernier mot, je vais dire mot de la fin pour conclure cet entretien par rapport à la filière cacao? Non, ça, je dirais tout simplement que je vous remercie pour le fait que vous m'avez envoyé sur le plateau. La seule chose qui nous reste au Bénin, c'est la dynamisation de la filière cacao. En quoi faisant? Très rapidement. Donc, on doit sensibiliser la population à la base. Sensibiliser? Fournir les semences. Trouver les débouchés. C'est-à-dire le marché de l'exportation. D'écoulement. Oui. Mais est-ce que nous-mêmes nous consommons le cacao au Bénin? Bon, pas trop. Mais je sais qu'on fait la sauce avec ça. Ah oui, on fait la sauce avec ça. Ah là, il fallait venir avec la sauce de cacao. Ça allait nous intéresser plus. Merci beaucoup d'être passé sur ce plateau. Je vous souhaite une très bonne soirée. Merci de rester toujours disponible pour BB24. Non, c'est la moindre chose. Restez avec nous. On va laisser ou retourner l'antenne à la rédaction pour la présentation du journal. Il est 19h45. Merci de nous rejoindre dans ce nouveau journal sur BB24. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici le sommaire. Lutte contre le coronavirus au Bénin. Les personnes du 3e âge sensibilisées sur les gestes de prévention. C'est une initiative de la plateforme des associations des personnes du 3e âge. L'angine de gorge, une inflammation de la gorge et en particulier des amygdales. Elle est encore appelée angine rouge ou blanche selon l'aspect des amygdales. Le traitement varie selon son origine virale ou bactérienne. En page interne, nous irons à la découverte d'une femme mécanicienne, Armel Mbiane, chef de famille, mère de 4 enfants. Elle exerce une profession qui autrefois était considérée comme l'apanage de la gente masculine. La pandémie du coronavirus met tout le monde en alerte. C'est la panique générale. Seule la prévention permet de limiter la contamination. La plateforme des associations des personnes du 3e âge organise une séance de sensibilisation pour apprendre les règles d'hygiène contre le Covid-19. Une séance suivie d'exercices simples de maintien de forme pour personnes du 3e âge. Le point, c'est avec Perspective Tossa. Lutter contre le coronavirus, ce n'est pas une affaire d'âge. Ici, les personnes du 3e âge, considérés comme des gardiens du savoir, apprennent des gestes simples pour prévenir la pandémie. Le lavage des mains, premier geste à adopter. Mais il existe plusieurs manières de se laver les mains. Je prends une quantité de savon liquide, je commence par frotter les 2 paumes, paume contre paume. Après, je passe aux espaces interdigitaux, je frotte bien. Je prends la partie externe des doigts que je frotte contre la paume. Je fais de même pour l'autre main. Je fais également pour l'autre main. Je prends la partie externe, c'est-à-dire le dos de la main que je frotte contre la paume de la main. Je prends les parties externes, le dos des 2 mains que je frotte l'un contre l'autre. Après, je prends le point des doigts que je vais frotter à la paume de la main. Après, je peux passer au rinçage à l'eau propre. Après le rinçage, je vais m'essuyer avec une serviette propre à usage unique. Il ne suffit pas d'avoir les mains propres.
pour être épargnés de toute contamination. D'autres mesures non négligeables sont à suivre avec minutie. Il y a plusieurs mesures à adopter. Par exemple, en voulant tousser, il ne faut pas tousser au visage de quelqu'un d'autre. Il ne faut pas cracher par terre. Il faut essayer de toucher au pli du coude, comme ceci. On veut éternuer aussi, éternuer au pli du coude ou bien se servir d'un mouchoir jetable et mettre ça dans les poubelles qui sont disposées aux alentours. Aussi éviter de serrer la main. Mettre un masque pour se couvrir le nez et la bouche et pour éviter de respirer ces virus-là. Aussi, quand nous sentons qu'il y a quelqu'un qui tousse, qui a des difficultés respiratoires, bien qu'il y a de la fièvre, essayons de nous tenir à une distance d'1 mètre. Des gestes qui sauvent. Les personnes du 3e âge apprennent aussi des exercices de maintien du corps qui leur permettront de vivre et de bien vivre tout en étant très actifs. Ces mouvements permettent au moins à ceux qui n'arrivent pas à bouger encore, sortir pour des activités quelconques, de quand même mouvoir un peu leur corps pour faciliter la circulation du sang, éviter la douleur, les courbatures habituelles. Ces exercices de maintien du corps devront être répétés au quotidien pour leur efficacité selon les kinésithérapeutes. Désormais, ces personnes âgées sont des agents de sensibilisation auprès de leur famille et entourage. C'est une infection au niveau de la gorge. L'angine est due soit à un virus ou à une bactérie, caractérisée par un mal de gorge important et qui provoque la fièvre, les maux de tête, les difficultés pour parler chez certaines personnes. Cependant, elle peut entraîner des complications quand elle n'est pas bien traitée. Plus de détails dans ce reportage. Elle est due à une inflammation des amygdales, de la membrane muqueuse et de larynx. Résultat, mal de gorge et difficulté d'avaler. L'angine, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, est une infection dont souffrent bon nombre de personnes qui ignorent parfois l'origine, mais connaissent les manifestations. C'est une maladie qui attaque la gorge souvent et on a du mal à avaler du salive. L'angine, c'est une maladie qui crée des douleurs au niveau de la gorge. Dans 50 à 90% des cas, les angines sont souvent dues à des virus, mais elles peuvent être également d'origine bactérienne. Il peut y avoir par exemple des gens qui ont des problèmes d'allergie. Il y a des gens qui sont susceptibles à certaines choses. Il y a des gens par exemple qui sont susceptibles peut-être à l'arachide, le sucre, mais ce n'est pas forcément le sucre en lui-même. Ça peut être un additif qui est ajouté au sucre qui crée une certaine allergie. Il y a des gens qui prennent certains jus de fruits et ça leur crée comme une angine, ils ont mal à la gorge. Une mauvaise hygiène bucco-dentaire constitue également un facteur qui favorise la contraction de l'angine. Et pour soulager la douleur, diverses recettes sont utilisées à tort et à travers par les malades. Des recettes qui entraînent des complications aux conséquences douloureuses. Face à cet état de choses, le spécialiste propose. La plupart des angines sont d'abord des angines virales. Donc au départ, ce n'est pas forcément nécessaire d'utiliser un antibiotique au départ. Mais lorsque c'est une angine bactérienne, dans ces cas, très souvent, il faut forcément faire recours à un médecin pour qu'on voit s'il faut mettre un antibiotique et quel type d'antibiotique en fonction des symptômes et en fonction de ce que le médecin verra, il saura quel antibiotique il faut utiliser. Un mauvais traitement de ce mal pourrait déboucher sur d'autres maladies plus graves. Une angine mal traitée peut être à l'origine de problèmes de rhumatisme articulaire aigu. Une angine mal traitée peut être à l'origine après de problèmes cardiaques, de problèmes articulaires. Il faut savoir que les amygdales sont une porte ouverte. Et à partir de là, les microbes peuvent diffuser à tous les autres organes du corps lorsque ce n'est pas bien traité. Les traitements de l'angine dépendent donc de son origine, mais qu'elle soit virale ou bactérienne, elle est contagieuse. Il faut donc respecter les consignes d'hygiène habituelles pour être épargné. Le mariage est l'institution légale par laquelle un homme et une femme s'unissent pour vivre en commun et fonder une famille ainsi définie. Il doit respecter certaines conditions de fond et de forme pour être valable. Narcisse Kodjo Atoun, juriste, donne plus de précisions au micro de Gloria Oni.
Il existe classiquement 3 types de mariage. Le mariage traditionnel qui est symbolisé chez nous par la dot. Le mariage religieux parce que chaque religion organise sa forme du mariage. Mais celui qui est reconnu par la loi, c'est le mariage civil. Et le mariage, il faut savoir que c'est un acte grave, c'est un acte important. Et c'est d'autant plus important que la loi encadre aussi bien la forme, la célébration, la vie du couple, que la dissolution du mariage, c'est-à-dire le divorce. Et il faut savoir qu'il existe des conditions de forme qui sont extrêmement rigoureuses et des conditions de fond aussi. S'agissant de la forme, le mariage doit être célébré pour être valable en mairie, pas un officier d'état civil. S'agissant du fond, le plus important, c'est qu'il faut être majeur pour se marier. Et au Bénin, la majorité, c'est 18 ans révolus. Et non seulement il faut être majeur, mais il faut disposer de toutes ses facultés mentales à jour. Ça implique des engagements et aussi quelques avantages. Les engagements, c'est qu'on s'engage à la fidélité envers l'autre. Il y a aussi des obligations d'assistance mutuelle, de secours, des obligations de respect. Tout ça est prévu par le Code des personnes et de la famille. Le mariage au Bénin, lorsqu'on se marie, il y a un régime qui est prévu par le Code des personnes et de la famille, c'est la séparation des biens. Mais tous les couples peuvent organiser à l'envi leur projet en faisant un contrat de mariage qui est annexé au projet de mariage. En page internationale, nous nous rendons au Gabon pour faire le portrait d'une femme d'exception. Amel Mbiane, citoyenne gabonaise de 42 ans, pratique le métier de mécanicienne depuis 22 ans. Mère de 4 enfants, elle arrive à s'occuper de sa famille grâce aux revenus que lui procure ce travail. Fière de ce métier, elle incite les jeunes femmes à faire comme elle. Reportage. Cela fait 22 ans que Armel exerce le métier de mécanicien. À 42 ans, cette mère célibataire de 4 enfants s'est fait une renommée en Djolé. La passion pour son travail, mais aussi la qualité de ses prestations, font d'elle l'une des premières adresses recommandées en cas de panne de voiture. Je prends du temps sur mes clients et ma manière de travailler, c'est ce qui fait en sorte que derrière un client, je peux avoir 100 clients. Derrière un client, je peux avoir 30 clients. Donc, c'est ma manière de travailler qui fait en sorte que, même si je suis posée à la maison, donc vous voyez que si quelqu'un tombe en panne, vous êtes à quel niveau, ici au niveau d'un jeu, bon, appelez tel numéro. C'est une mécanicienne, c'est une femme. Donc, c'est ce qui fait un peu mon succès au niveau du travail. Communément appelée Bakayoko, cette jeune Gabonaise pratique son métier sans complexe. Elle ne craint pas d'abîmer sa manucure, encore moins sa coiffure. Couchée à même le sol, sous la voiture, Bakayoko est dans son élément. Il n'y a pas de sous-métier. Derrière un métier, même étant sale, vous pouvez gagner votre vie. Et je ne suis même pas complexée, je suis très fière de mon travail. Voilà. Donc c'est ce que je peux dire aux jeunes filles. Celles qui veulent s'intégrer, qu'elles n'aient pas peur. Derrière ça, je gagne ma vie, comme elles aussi peuvent gagner leur vie sans complexe. En ce mois de mars dédié à la femme, voici un témoignage qui suscite admiration, mais aussi espoir de voir la gente féminine s'imposer dans tous les secteurs d'activité, sans crainte, sans hésitation, sans complexe. En Afrique du Sud, l'augmentation récente des droits de douane sur la volaille importée est une fausse bonne solution pour aider l'industrie locale, selon l'Association des exportateurs et importateurs noirs émergents EBIESA. Le 13 mars dernier, l'exécutif avait porté les tarifs à l'importation à 62% et 42% respectivement sur la volaille non désossée et désossée contre 37% et 12% précédemment. D'après l'organisation, cette mesure, en plus de toucher directement les consommateurs dans un contexte de récession, pourrait entraver les efforts de plusieurs importateurs noirs de volailles. Au-delà de ces impacts, cette nouvelle hausse pourrait marquer à nouveau l'incapacité de l'industrie locale à développer son offre aux consommateurs. Fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci également à vous, Aurélie Sauton, pour la présentation du journal. Eh bien, on installe juste après vous le plateau de Beauté au pluriel.
Alors, mèche naturelle, comment faire son choix? Et ce soir, j'ai sur ce plateau Béatrice Razoumen. Zoumez-nous, bonsoir. Bonsoir, madame. Comment allez-vous? Très bien, merci. Vous êtes coiffeuse, je vais très bien. Hein. J'ai tellement envie de vite vous présenter. Je vais très bien. Alors, vous êtes coiffeuse et vous êtes avec nous pour parler de comment choisir ses mèches naturelles. C'est bien ça? Oui, c'est ça. Vous êtes accompagnée avec Fulgencia Rontondi qui signe son retour. Bonsoir Marcel. Comment ça va? Ça va bien. Et les congés? Non, ça s'est bien passé. Non, ça se voit. Vous n'avez même pas besoin de dire si ça s'est bien passé ou pas. En tout cas, les téléspectateurs m'ont manqué. On constate qu'on vous a manqué, mais on constate aussi que vous êtes revenue toute rayonnante. Alors, on va parler de comment choisir ces mèches naturelles, mais on va suivre cet extrait du documentaire réalisé par Fulgencia, même sur les mèches naturelles. Des mèches naturelles. C'est la préférence des femmes aujourd'hui au détriment des synthétiques autrefois prisées. Antoinette est une femme d'affaires. Elle importe des cheveux naturels de tout genre depuis plusieurs années. Je vends beaucoup plus les mèches naturelles que les synthétiques. Les femmes préfèrent la qualité et accourent vers ce type de mèches qui ont une longue durée de vie et qui valorisent mieux les femmes. Mèches brésiliennes, péruviennes, malaisiennes ou européennes, ce sont des noms donnés pour désigner ces cheveux naturels. Les femmes sont prêtes à débourser toute une fortune pour se les offrir. Ce que j'ai là présentement m'a coûté 150 000, puisque c'est 3 boules avec une closure. Et c'est une longueur 14. Je les trouve belles, séduisantes, attirantes. Et si je peux me permettre de contribuer, oui. Mais cependant aussi, parfois, elles exagèrent. Et c'est un peu cher ou excessif. Et il y a des mèches à 200, 100, 150. Je peux bien mettre peut-être à moitié, mais pas plus. À l'achat, peut-être c'est cher. Mais sur la durée, c'est beaucoup plus pratique. Tu peux la garder sur une très longue durée. Qu'elles soient ondulées ou lisses, en perruque ou en tissage, ces mèches sont réutilisables plus d'une fois. Elles ont juste besoin de quelques produits et des soins réguliers. Il faut d'abord que la mèche soit de bonne qualité, parce que lorsqu'elle n'est pas de bonne qualité, elle ne peut pas être utilisable à long terme. Certaines pensent qu'elles achètent les mèches chères et donc elles ne doivent pas les entretenir. Mais non, ces mèches ne vont pas durer. Pas les mèches naturelles avec n'importe quel produit. Il faut de bons shampoings, de bons démêlants et des mayonnaises pour les entretenir. La commercialisation de ces cheveux humains se faisait autrefois dans les boutiques ou dans les marchés. Mais de nos jours, les sites de vente via Internet sont créés, favorisant ainsi l'écoulement facile et rapide de la marchandise. Quant à l'origine de ces mèches dites naturelles, c'est des femmes indiennes et chinoises qui coupent leurs propres cheveux naturels pour les vendre au marché ou pour donner un sacrifice à leurs dieux. Des tonnes et des tonnes de cheveux sont ainsi recueillis et traités, puis exportés vers d'autres pays du monde, dont le Bénin. Et oui, si je dois dépenser 150 000, 200 000, il faut que ça soit pour une qualité supérieure. Oui, il faudrait que ça soit de qualité. Vous avez raison et d'ailleurs vous avez constaté déjà Marcel que les femmes préfèrent aujourd'hui les mèches naturelles aux synthétiques. C'est la tendance. Voilà, et c'est pour aider nos téléspectateurs à faire le bon choix, puisque les hommes aussi vont payer. Vous avez vu le monsieur qui débourse de l'argent. Ils doivent payer. Voilà, donc c'est pour aider en général les téléspectateurs à faire un bon choix que Madame Béatrice Razoumen, Zoumez-nous est avec nous ce soir. Bonsoir Madame. Bonsoir Madame. Alors, dites-nous d'entrée de jeu, quels sont les types de mèches naturelles que nous avons? En fait, dans les mèches naturelles, on peut trouver les brésiliennes, il y a les péruviennes, il y a les malaisiennes et les indiennes. Voilà les 4 types de mèches naturelles qui circulent très bien. Quelle différence il y a entre les mèches malaisiennes, péruviennes, brésiliennes et parfois même on entend dire indiennes? Indiennes. En fait, quand on prend, je suppose on prend la mèche naturelle brésilienne ou malaisienne? Malaisienne. Okay.
Elle a vu d'œil, ça paraît, les mèches paraissent plus brillants. Ils paraissent plus brillants, oui. Paraissent plus brillants. Et puis quand vous faites 1, 2, 3 lavages, après, ça se ternit. Il n'y a plus d'éclat. Il n'y a plus d'éclat. Au début, il y a tellement d'éclat que vous dites ça brille beaucoup. Mais quand vous faites 1, 2, 3 lavages, et puis l'éclat s'en va, mais vous avez toujours votre mèche qui est naturelle, qui est là. Par contre, quand on prend la brésilienne, c'est la meilleure des mèches naturelles. La brésilienne, en tout cas, la brésilienne, c'est la meilleure des mèches naturelles. Le nom est donné selon le pays? Je crois bien. Oui, je crois. Parce qu'il y a malaisienne, brésilienne, indienne. Et cette mèche brésilienne, quand vous la prenez, vous pouvez la trouver en mèche. C'est ça? Ça, c'est brésilienne? Je ne saurais pas dire, comme ça à la télé. Ok, d'accord. Maintenant, quand vous prenez cette mèche brésilienne-là, vous allez trouver ça en mèche, en cheveux droits, ou frisés, ou bouclés. C'est vraiment joli. Il y a plusieurs sortes plusieurs qualités dans les brésiliennes. Quand vous voulez les cheveux, les mèches un peu plus lisses, vous allez les trouver. Un peu plus frisées, c'est dedans. Un peu plus bouclées aussi, c'est dedans, dans les brésiliennes. Par contre, les péruviennes, elles ressemblent, c'est presque comme les cheveux afro-américains. C'est plus épais, plus lourd et c'est dense. Et on pense que quand vous prenez, ça tire un peu dans les cheveux afro-américains. Les cheveux afro-américains, c'est pas loin des cheveux noirs, mais quand même, c'est un peu plus lisse. C'est quand vous mettez de l'eau sur ça là, que vous allez avoir de la frisure. Par contre, la brésilienne, quand elle est ondulée, vous n'avez pas besoin de mettre un produit ou quoi avant d'obtenir votre frisure. La malaisienne, il faut mettre un peu de produit aussi pour que la frisure sorte, les boucles sortent. Et l'indienne? L'indienne, bon, j'ai pas encore eu trop de contact avec la mèche. C'est vrai, vous manipulez beaucoup ces mèches-là. Alors, comment reconnaître la qualité, puisqu'aujourd'hui, on débourse des centaines de mille pour ces mèches? Il ne faudrait pas aller acheter des mèches à 200 000 et à la maison, on se rend compte que ce n'est pas de bonnes mèches. Là, je vais vous donner un petit conseil. Si vous voulez avoir de très bonnes mèches de qualité, il faut connaître le vendeur. Par exemple, tout à l'heure, j'ai vu à la télé, il y a une dame que j'ai reconnue qui vend des mèches. Elle, si vous allez chez elle, dans sa boutique que vous voulez acheter une mèche de 200... On ne va pas faire de la publicité sur ce plateau. Je ne parle pas de... Parlons plutôt de mèches que de parler de la personne. Si vous voulez acheter la mèche naturelle... Donc, il faut avoir confiance à la personne chez qui vous voulez acheter. Oui. Moi, c'est ça que je voulais vous dire. De ne pas acheter la mèche chez n'importe qui. Il y a l'aspect confiance. Il faut maîtriser le vendeur. Parce qu'il y a des... Vous avez dit tout à l'heure que ça se vend sur le net un peu partout. Oui, un peu partout. On ne connaît pas tout le monde sur le net. Donc, on peut acheter quelque chose. Moi, je peux vous dire, il y a des choses qu'on a achetées sur Alibaba qui sont revenues et qui ne sont pas de bonne qualité. On va éviter de citer le nom des sites et tout. Mais il faut dire que ces mèches sont beaucoup tendance aujourd'hui. Il y a plusieurs avantages aujourd'hui à faire ces mèches. Et les avantages, c'est quoi? Quand vous avez les mèches naturelles, vous pouvez faire n'importe quelle coiffure vous voulez. Vous pouvez faire des perruques. À tout moment, vous changez vos coiffures. Si vous avez au moins 2-3 perruques là. Ce matin, si ça vous plaît, vous mettez ce que vous voulez. Le soir, vous pouvez enlever et mettre autre chose. Là, vous changez un peu plus de coiffure. En parenthèse, je peux dire que ça amène les femmes à devenir un peu paresseuses sur le plan coiffure. Parce que c'est vrai. Et puis vous les voyez se métamorphoser très rapidement. Et puis ça fait perdre l'argent à la coiffeuse aussi, parce qu'avec les perruques. En dehors des perruques, vous pouvez faire des greffages. Vous pouvez faire des greffages fermés ou ouverts. Ça dépend de quel type de cheveux vous voulez. Vous pouvez faire les fermés ou les ouverts. Ça permet aussi de faire de grandes coiffures de sortie. Les coiffures, qui vous valorisent vraiment. Oui. Mais il faut vraiment avoir de l'argent pour faire ça. Parce que le tout ne suffit pas de mettre une mèche naturelle sur la tête. Il faut savoir quel type de mèche il faut mettre. Il y a les mèches qu'on dit naturelles qui sont à
25 000. Oui. Il y a d'autres qui sont à 200 000, 300 000. Donc c'est en fonction du prix que nous avons la qualité. C'est en fonction du prix que vous avez la qualité. Et puis dans les qualités, on parle de grades. C'est dans les grades que le prix dépend aussi des grades. Donc, et quels sont les grades que nous avons? Il y a plein de grades ici. Il y a plein. C'est quand vous voulez aller dans les 150, 200 000 là. Ça, c'est les bonnes grades là-dedans. Là, vous êtes sûr que vous avez la qualité. Donc dans les bonnes grades. Ah ouais. Alors, il faut aussi noter qu'avec ces mèches, on peut les réutiliser ainsi plusieurs années. Oui, ça, c'est les avantages de la mèche. D'accord. Quand vous avez une mèche naturelle, celle que j'ai sur la tête, c'est depuis 2017. 3 ans déjà. 3 ans déjà. Mais c'est vrai que c'est beau tout ça, hein, mais moi je me demande, est-ce qu'on ne peut pas faire les mèches naturelles avec nos cheveux? Nos propres cheveux, comme les Indiennes qui vont donner les cheveux à leurs dieux. L'Inde a pu avoir sa mèche. Malaisie, pourquoi on ne peut pas faire africaine aussi? En Afrique, il y a des pays africains dont les femmes ont beaucoup de cheveux. Mais les Béninoises, je ne les vois pas avec beaucoup de cheveux. Il ne faut pas dire ça. Peut-être que vous n'êtes pas tombé sur... Vous savez ce qui joue sur nos cheveux là? C'est les tresses. Ok. Les tresses. On perd souvent les cheveux. On perd beaucoup plus de cheveux en faisant les tresses. Mais quand même, vous êtes belle avec vos tresses. Moi, ça m'a plu. Merci beaucoup. Mais on perd beaucoup plus de cheveux. C'est ça qui fait que même si on doit faire des mèches naturelles, nos cheveux sont d'abord crépus. Vous allez faire des mèches naturelles crépus. Là, c'est afro, c'est sûr. C'est afro. Vous êtes naturelle, africaine. C'est ça. Alors, il y a aussi les laces aujourd'hui qu'on voit sur le marché. On parle de lace frontale. Les 360. Les 360. Ça aide aussi à rehausser le look de la femme. Tout ça, 360, c'est un degré ou... Oui, c'est le frontal qui quitte une oreille à une autre oreille. Ah, d'accord. Et l'autre chose aussi qu'il ne faut pas oublier, c'est l'entretien de ces mèches. Puisque ça coûte excessivement cher, il faut les entretenir. Quels sont les produits qu'on peut utiliser? 360, c'est le tout. Excusez. Le frontal, c'est ça qui fait de l'oreille. Il y a un autre. 30 secondes encore. Donc, c'est toute la tête que ça prend. C'est quoi? Ok, parlez-nous à présent de l'entretien. Quels sont les produits qu'on peut utiliser pour entretenir ces mèches? Voilà, là où je vais d'abord vous parler des inconvénients. Parce que l'inconvénient, c'est qu'il faut d'abord savoir bien laver, entretenir les mèches là. Ce n'est pas des mèches qu'on met dans l'eau, on frotte, on sort. Parce qu'en frottant, vous pouvez les entremêler. Donc, vous préparez votre eau tiède, vous mettez une bonne dose de shampoing dedans et vous mettez la mèche dans l'eau. Des fois, avant de mettre la mèche dans l'eau, il faut d'abord la tresser. Je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va programmer un autre plateau avec Fugien Serre-Montondi. Je pense qu'on a déjà fait une fois comment laver les perruques, mais cette fois-ci, on va mettre l'accent sur les mèches naturelles. Voilà. Et Madame Razoumé va revenir pour nous dire comment est-ce qu'il faut nettoyer ces mèches, n'est-ce pas? Oui, tout à fait, Marcel. Et j'espère que les astuces vont aider les amis téléspectateurs à faire un bon choix. Merci beaucoup à vous, Madame Béatrice Razoumé-Zoumenou. Je rappelle que vous êtes maîtresse coiffeuse. Et avec vous, nous avons parlé de comment choisir ces mèches naturelles. Fugien Serre-Montondi, vous prenez la place de Jennifer Sativi demain, Horizon Culture. Demain sur Horizon Culture. Avec Agnès Bello, je précise. Merci beaucoup et je vous souhaite une bonne soirée. Merci. Eh bien, nous allons faire un tour sur la toile pour regarder encore ces belles images proposées par le service des programmes. Et on revient pour la conclusion.
Et voilà, amis téléspectateurs, merci de votre fidélité renouvelée à cette émission. Le grand rendez-vous de ce jeudi 19 mars 2020 est désormais conjugué au passé. Je vous remercie pour votre attention. Christelle Sagboran a assuré la mise en onde de cette émission. À la caméra, il y avait Edmond Hungbo, le preneur de son Amel et l'infographe, c'était bien sûr Robles. Merci beaucoup à vous. On se donne rendez-vous très prochainement pour un autre numéro du Grand Rendez-vous. Restez collés à BB24. Ciao, ciao.